Lawrence, qui était un météorologue américain très connu, qui, dans les années 60, en fait, a mis au point un petit modèle de convection. Vous avez un fluide que vous chauffez par le bas, qui a des rouleaux qui l'installent. Et on peut le réduire à 3 équations. Comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces équations. Mais ce qu'il a remarqué, qui est très important, c'est que si on part de 2 conditions initiales séparées de manière infinitésimale, c'est-à-dire à peine mesurable, là on est proche de 0, et donc il y a, je sais pas, une millième de différence entre ces 2 conditions initiales, eh bien, les 2 trajectoires, il y en a une rouge et une noire, vont se ressembler au début, puis au bout d'un certain temps, eh bien, ils ne se ressemblent plus du tout. Le rouge et le noir sont très différents. Donc la météo, le problème de la météo, c'est ça, c'est de dire, finalement, jusqu'à quand je peux dire que 2 conditions initiales en fait, sont comparables ou non, et là, en fait, assez rapidement, les 2 conditions initiales, celui-là, sont assez différentes. Donc la météo, c'est ça. C'est le fait que ces 2 choses sont différentes. La climatologie, c'est le constat que ces 2 trajectoires, qui sont très différentes, car le rouge et le noir sont très différents, eh bien, vivent sur le même objet, sur la même forme. Qu'est-ce ce truc-là? C'est-à-dire que sur cet objet, là, sur cette forme, j'ai tracé les courbes en noir et les courbes en rouge, et c'est le même objet. D'accord? Donc, la météorologie, ça consiste à prévoir chacune des trajectoires. La climatologie, ça consiste à décrire cet objet et voir si, en contexte de changement climatique, si cet objet il bouge. D'accord? Donc on a 2 problèmes très différents. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que une des propriétés du modèle de Lorentz, c'est une propriété de plein de modèles qui sont dérivés de ce genre de modèles, celles qui sont chaotiques, c'est-à-dire qu'ils ont une très forte sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que les conditions initiales qui sont incertaines, même à des valeurs inférieures à la mesure que vous pouvez en faire, en fait, au bout d'un certain temps, qui ce temps étant assez rapide, fera que 2 trajectoires seront très, très différentes. Et ce qui a fait dire à Lorentz, alors Lorentz a fait plein, enfin on attribue à Lorentz un très grand nombre d'aphorismes intéressants, et un de ces aphorismes, c'est que il posait la question, est-ce qu'un battement d'aile de papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas? C'est le fameux effet papillon. Alors, pourquoi l'effet papillon? Bon, cet aphorisme, mais c'est surtout, enfin c'est aussi certainement parce que ce truc-là ressemble à un papillon. Évidemment, si ça ressemble à autre chose, peut-être qu'il aurait donné un autre nom. Mais du point de vue de la conservation d'énergie, la réponse est non. Donc la phrase est mal formulée en fait. Parce qu'il n'y a pas l'énergie dans un battement d'aile pour déclencher les tornades. Simplement, ça la déplace éventuellement, mais ça crée pas, ça ne déclenche pas. Non, des tornades au Texas, il y en aura toujours. Oui, bien sûr. D'accord? Est-ce qu'on peut lier donc il y en aura à un moment ou à un autre. Est-ce que un petit changement de condition initiale peut provoquer, peut être lié à l'apparition précoce ou non d'une tornade, sachant que des tornades, de toute façon, il y en aura. Donc ça la déplace, mais ça ne la crée pas. Il n'y a pas l'énergie pour ça. Non, mais il a je comprends, je sais très bien, mais ça pose des façons. l'énergie de création, elle est là. Non, évidemment, l'énergie de... C'est pas le moteur, d'accord? C'est quand vous tournez la clé de contact de votre voiture, la voiture démarre, mais ce n'est pas l'énergie que vous fournissez en tournant la clé de contact qui fait démarrer c'est pas le mouvement du pouce qui fait démarrer le moteur. Donc ça, c'était l'épisode des papillons. Et puis, donc récemment dans la littérature, en particulier la littérature autour des assurances, donc les assurances cherchent à vous assurer contre le risque climatique. Donc il y a toute une littérature autour de l'assurance sur le risque climatique, et il y a un certain nombre de termes qui apparaissent dans cette littérature. Et ces termes, en fait, sont empruntés de
de la littérature en finance, donc les signes noirs. Donc c'est un terme qui vient d'un livre de Nicolas Taleb, donc, qui est un économiste donc, qui a inventé ce terme. Donc, pour les assureurs, les signes noirs, c'est des événements qui n'ont jamais été observés, enfin, qui apparaissent alors qu'ils n'ont jamais été observés. Et qu'une fois qu'ils ont été observés, on a tendance à les voir plus souvent. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui n'existait pas, ou qu'on n'a jamais vu, et qui vient, et après qu'on se met à voir plus souvent. Alors l'exemple que j'ai en tête, qui est le plus emblématique, c'est le sida. Le sida, avant les années 70, on n'en parlait pas, c'était complètement marginal, ça n'avait même pas de nom. Et à partir de la fin des années 70, début des années 80, ça a eu un nom, c'est devenu l'épidémie, et maintenant on en parle tout le temps. D'accord ? Donc c'est vraiment un exemple de cinéma. Je parlerai de cinéma climatique tout à l'heure. L'autre exemple d'extrême spécial, c'est une tempête parfaite. Ce ne sont pas forcément des tempêtes d'ailleurs. Tempête parfaite, c'est une conjonction d'événements qui individuellement n'ont pas forcément énormément de conséquences, mais c'est leur conjonction qui va avoir beaucoup de conséquences. Donc l'exemple emblématique récent, c'est par exemple Xynthia en 2010. Xynthia, c'est une tempête qui n'est pas énorme. Donc les vitesses de vent sont pas énormes. Enfin, le vent ne déracine pratiquement pas l'arbre. Il n'y a pas de dégâts majeurs sur les infrastructures. Par contre, cette tempête se couple à une très forte marée, donc une surrection, et qui crée des surrections, et donc tous les dégâts qu'on a vus en Charente-Maritime, en Vendée. Donc Xynthia est un exemple de tempête parfaite, dans le sens où deux événements arrivent en même temps et créent la catastrophe qu'on a vécue en France. Alors l'autre événement emblématique, c'est par exemple le tremblement de terre au Japon de Tohoku, qui se couple avec la mauvaise conception de certains appareils de sécurité de Fukushima, et qui font qu'au total, on a un accident nucléaire majeur. C'est-à-dire que le tremblement de terre et le tsunami, en soi, étaient des choses auxquelles la société japonaise pouvait faire face, puisqu'ils ont toutes les infrastructures qu'il faut. C'est-à-dire que très peu de bâtiments ont souffert du tremblement de terre. Pour le tsunami, ils ont des barrières, mais certaines barrières étaient sous-dimensionnées. Par contre, ils n'avaient pas prévu que certains générateurs de courant devraient être au-dessus du niveau de la mer pour pouvoir refroidir leur centrale. Bien. Alors tout ça, donc là c'est des extrêmes un peu spéciaux, des extrêmes extrêmes, comme certains disent. Et je voulais parler tout à l'heure de risque. Alors, puisque le risque est important dans notre appréhension des extrêmes. Donc le risque, en fait, c'est la conjonction de plusieurs choses. C'est la conjonction de deux choses. C'est la conjonction d'un péril, donc l'événement climatique, donc l'événement extrême, ça c'est des données, c'est la météorologie, du terrorisme, des guerres, ce que vous voulez, et l'exposition. D'accord ? Donc c'est bien, l'activité économique, la santé, la biodiversité, tout ça c'est l'exposition. Et le risque, c'est comment ceci rencontre cela. Donc on peut le quantifier, on peut quantifier le risque en termes de croisement entre péril et exposition. Et donc j'attire votre attention sur le fait que des gens comme les assureurs s'intéressent au risque. Je vais donner un exemple juste après, qui est vraiment la combinaison de ces deux choses. Alors, des exemples, on peut les multiplier à l'infini, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en entrerai dans les détails tout à l'heure. Je voulais quand même parler un peu de ça, m'attarder sur ce diagramme. Donc ça, c'est une compilation faite par une compagnie de réassurance. Les réassureurs sont les assureurs des assureurs. Donc quand les dégâts, quand les catastrophes sont trop intenses, les assureurs ne peuvent plus faire face et donc doivent s'assurer eux-mêmes pour pouvoir rembourser leurs clients. Donc il y a quelques compagnies de réassurance dans le monde. Donc Munich Re est une de ces compagnies de réassurance, et donc ces gens-là sont très intéressés par les grosses catastrophes naturelles, et donc tous les ans, eh bien, ils comptent les catastrophes naturelles, donc qui sont de plusieurs types. Il y a
des éléments géophysiques jusqu'aux éléments climatiques. Et donc là, ils se contentent de les compter. Donc, alors évidemment, les appareils de mesure n'étaient pas les mêmes au début du XXe siècle que maintenant. Donc tout ça est biaisé via notre perception de ce que sont les événements extrêmes. Mais on sent, voilà, on a une espèce d'augmentation, bien que là, il y a moins de catastrophes climatiques. C'est pas parce qu'il y en a moins qu'elles sont moins graves. Et l'autre diagramme qui est intéressant, c'est le coût des catastrophes naturelles. Et là, la croissance est indubitable. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus il y a de choses, plus il y a de gens assurés, tant mieux, mais plus il y a de choses à rembourser dès que la moindre catastrophe arrive. Donc là, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas la majorité des gens exposés qui sont assurés. Donc les pays dans l'Asie du Sud-Est ne sont pas moins exposés que les autres. Par contre, enfin, ils ne sont pas moins exposés ou plus exposés, par contre, ils sont moins assurés. Donc, quand quelque chose se passe en Asie du Sud-Est, au Bangladesh, en Indonésie, en fait, ça cause des dégâts énormes, mais finalement, les grosses compagnies d'assurance ils sont moyennement intéressés parce qu'ils n'ont pas à rembourser. C'est un peu. Comment vous faites la moyenne alors qu'on a une espèce de bosse à 1995 là, Ouais. et n'empêche que la courbe qui est tracée continue à monter. Bon, ils ont fait une régression. C'est pas moi qui ai fait ce truc-là, mais